La Fondation Grancher, depuis 1903, œuvre à la protection des enfants. Elle accueille 423 enfants au sein de ces 3 établissements situés sur Paris et l'Eure-et-Loir. Ces enfants, âgés de 0 à 21 ans, bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance. Ils ont connu donc une séparation d'avec leurs parents, souvent en lien avec des situations de maltraitance, de carences éducatives et psychologiques. Nous travaillons également au maintien des liens entre ces enfants et leurs parents. La Fondation propose un environnement familial à ces enfants de manière prioritaire, mais également un accompagnement vers l'autonomie par l'hébergement en appartement partagé et ou en appartement individualisé. La Fondation met en œuvre finalement aussi des actions de partenariat pour apporter les moyens d'éducation et de soins nécessaires aux enfants. Le partenariat avec SAFRance, c'est aussi une continuité de l'engagement de la Fondation sur la question de la santé des enfants. Il y a eu la tuberculose et la préservation de la tuberculose pour les enfants, puis l'accueil des enfants porteurs du VIH. Aujourd'hui, la Fondation souhaite proposer une meilleure considération des troubles causés par l'alcoolisation fœtale pour les enfants accueillis. Eh bien, le syndrome d'alcoolisation fœtale est une maladie à laquelle la Fondation en fait est confrontée, et on a réalisé en fait récemment que c'était quelque chose auquel nous étions plus confrontés qu'on ne le croyait, parce que jusqu'à présent on avait tendance à se limiter au cas où ce syndrome se traduit par des marques physiques sur le visage de l'enfant, et donc c'est aisément reconnaissable. Mais on a réalisé récemment que dans un certain nombre de cas, l'alcoolisation fœtale se traduit par des troubles psychiques qui ne sont pas forcément accompagnés de signes physiques. Et donc ce syndrome, qui d'ailleurs a été décrit récemment, puisqu'il a été décrit dans les années 1980, et donc pour nous c'est quelque chose auquel nous sommes confrontés. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il nous a paru essentiel de participer à cet engagement contre le syndrome d'alcoolisation fœtale. Bonjour, je viens de faire une information auprès des équipes sur un sujet qui est encore très méconnu, ce sont en fait les conséquences de l'alcoolisation fœtale. Alors quelques chiffres tout de suite pour dire en France, c'est 15 000 bébés qui sont fragilisés, essentiellement dans leur cerveau, par le toxique alcool durant la grossesse. Ces bébés vont avoir des parcours très chaotiques et très souvent vont avoir des problèmes à l'école. Ces enfants-là, quand ils grandissent, ont des difficultés pour respecter le cadre social, les règles sociales, et ils vont assez souvent se retrouver face à la justice pour des délits, par impulsivité, par trouble de l'autocontrôle, parce que leur cerveau a été abîmé dans ses capacités d'analyser les situations, de comprendre les situations, de comprendre les consignes, de respecter le cadre imposé dans notre société, et ils ont très souvent des troubles de l'empathie, des difficultés de comprendre que l'autre pense autrement qu'eux, et tout ça, ça les amène vers l'exclusion sociale. Bonjour, je m'appelle Maria, je travaille à la Fondation en tant que directrice depuis 2015. J'ai d'abord été directrice de l'établissement parisien jusqu'en 2020, et depuis septembre, je suis toujours sur un établissement de la Fondation qui s'appelle Jonas Écoute. Lorsque je suis arrivée au placement familial parisien, je n'avais, pour ainsi dire, aucune connaissance du syndrome d'alcoolisation fœtale. Au fur et à mesure de mon expérience sur cet établissement, j'ai été confrontée à des assistantes familiales qui étaient en difficulté, qui faisaient remonter un certain nombre de difficultés d'accompagnement de jeunes au quotidien, sans, pour certains, qu'il y ait de diagnostic ou en tout cas d'hypothèses précises en dehors de problèmes de comportement. Donc face à ces questionnements des collègues assistantes familiales, et plus sur la Sologne, puisque l'établissement parisien a 3 services, 1 à Paris et 2 en Sologne, on a commencé à réfléchir avec les équipes, aidés aussi par Dominique Rosset, donc la pédopsychiatre de l'établissement parisien,
sur comment accompagner ces enfants et comment étayer les assistantes familiales et les aider dans leur quotidien par rapport à des enfants, certains ayant déjà été diagnostiqués SAF et d'autres simplement problèmes de comportement avec des difficultés au quotidien et un certain nombre de difficultés scolaires qui ont conduit très rapidement pour beaucoup d'enfants à des déscolarisations ou des scolarités adaptées. Je suis psychiatre, pédopsychiatre à la Fondation Grancher depuis 1980. Vous vous rendez compte? Très longtemps. Donc notre rencontre, là aujourd'hui, est pour parler plus particulièrement des enfants porteurs du, ou plutôt des, syndromes d'alcoolisation fœtale. Ou plutôt, moi je dis, les TCAF, c'est-à-dire les troubles causés par l'alcoolisation fœtale, sont extrêmement fréquents dans mon domaine. J'ai envie de dire, il n'y a jamais eu vraiment de recherche faite. J'ai envie de dire qu'il s'agit probablement d'un tiers, ce qui est énorme, des enfants que je rencontre. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'il ne faut pas beaucoup d'alcool. S'il fallait 3 litres d'alcool par jour, c'est assez rare que quelqu'un, en tout cas moi, je ne travaille pas dans l'addiction, je rencontre rarement des personnes qui boivent, qui sont dans l'addiction alcoolique. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas beaucoup d'alcool, c'est-à-dire 2 ou 3 verres d'un alcool. C'est très peu. Hein. Sauf que cet alcool, il faut que ce soit à un mauvais moment, c'est-à-dire au moment de la construction fœtale. Une goutte d'alcool traverse que boit cette femme enceinte au début de cette grossesse, traverse le placenta, comme plein d'autres choses, et va abîmer quelques neurones. Et ça très vite. Donc, pourquoi on est confronté à cela? Parce que c'est l'indication des mères que l'on rencontre à l'aide sociale à l'enfant. C'est les gens les plus en souffrance psychique, bien sûr, et sociale, qui demandent de l'aide ou qui mettent leurs enfants en danger et qui vont être séparés de leur enfant de ce fait. Alors, toutes les tranches sociales sont en difficulté, peuvent être en difficulté, évidemment. Mais il y a certaines tranches sociales que l'on rencontre plus parce que la grande carence, la rue, la toxicomanie. Parce que l'alcool, sans être addict, j'ai beaucoup précisé ça, c'est un médicament. C'est un médicament qui aide au début, qui aide un peu. Mais le bébé dans le ventre, ça ne l'aide pas. Donc, si je voulais résumer, l'alcool, pour ces femmes, pour ces mères, j'ai dit ces femmes, parce qu'au début, elles ne savent peut-être pas qu'elles sont enceintes. Donc, l'alcool, pour ces mères, c'est un médicament, mais tératogène, qui va abîmer leur bébé. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que vous allez voir, nous allons être plusieurs à vous en parler, ça donne plein de maladies, hein, plein d'anomalies, cardiaques, dentaires, plein de choses. Il y a des choses plus ou moins importantes qui se réparent. Il y a une chose qui se répare avec très grande difficulté, c'est les problèmes neurologiques. Le cerveau a été abîmé, donc le cerveau c'est quelque chose, c'est un organe qui est élastique et qui peut se reconstituer. Donc cet enfant, il faudra le prendre en charge très tôt, par différentes choses, psychomotricité, plus tard orthophonie, CMP, on verra. Mais on accompagnera la croissance de ces enfants parce que spontanément, si on ne fait rien, il aura du mal avec les acquisitions. Et puis, dans le système que je vous décris, les enfants ne sont pas en institution, ils sont chez des gens. Ça s'appelle famille d'accueil. Et il faut accompagner ces enfants beaucoup plus qu'un autre enfant et soutenir. Je dis l'assistante familiale, mais il y a le mari, il y a les enfants, il y a toute la vie familiale qui est quand même centrée, cette famille n'est pas centrée sur cet enfant, mais cette famille vit avec un enfant qui a un handicap invisible, et un handicap qui va se manifester au moment de la cognition, au moment de savoir un peu plus, au moment d'apprendre et au moment de faire ce que l'on a appris. Donc tout cela dans une vie quotidienne est hyper compliqué. Alors,
Au PF 75, il y a un certain nombre d'enfants porteurs de SAF, donc confiés à des assistants ou des assistantes familiales qui font preuve vraiment d'un travail impressionnant et très positif pour les enfants, qui demandent beaucoup de patience, beaucoup de créativité et d'innovation au quotidien. J'ai travaillé avec une collègue qui a accueilli une petite fille qui, elle, était porteuse d'un SAF. Et cette assistante familiale a fait preuve, j'ai envie de dire, de créativité et d'imagination dans l'accompagnement quotidien de cette petite fille, qui était très très compliquée, avec beaucoup de colère, avec des difficultés scolaires. Et je crois qu'à force de patience, d'adaptation, progressivement, on est arrivé avec cette jeune fille à pouvoir travailler de manière plus apaisée et plus sereine, tant pour l'assistante familiale que la petite fille. Bonjour, je m'appelle Madame Renkoff-Arlette, je travaille à la Fondation Grancher depuis septembre 2011 et c'est mon premier accueil dont je vais vous parler. Comment se sont passés les premiers moments de l'accueil et comment les troubles de l'enfant que vous accueillez ont été repérés? Alors disons que l'enfant est arrivé à la maison, donc c'était, on pourrait dire, sur le chemin de sa vie. Elle avait 18 mois. Et cette enfant, elle était explosive. Elle courait partout, comme si elle vivait là depuis toujours. Donc pour elle, c'était la grande découverte. Je me souviens que son premier truc, ça a été de rouler dans l'herbe sur la pente du terrain. Également, j'étais surprise parce qu'elle mordait dans les coins. Elle mangeait les fleurs, même les plantes à l'intérieur. Enfin, elle avait un comportement très particulier. Mais malgré tout, ce qui m'étonnait, c'est qu'elle pleurait pas du tout quasiment. Alors, par contre, ce qu'il faut aussi dire, c'est que la nuit, on avait l'impression d'avoir un kangourou dans la chambre. Elle se balançait dans son lit d'avant en arrière. Et la surprise, j'allais voir, je lui mettais la main sur le dos et c'est vrai qu'elle se calmait. Mais au petit matin, il n'était pas rare que ce lit soit déplacé. Donc c'est vrai qu'on pouvait se questionner, se demander pourquoi elle était comme ça. Et à ce moment-là, donc, vous avez dit au moment de l'accueil qu'il y avait une suspicion de SAF? Oui, lorsque l'enfant allait m'être confié, la chef de service m'a bien précisé qu'il y avait une suspicion de SAF concernant cet enfant. Mais bon, vraiment l'environnement dans lequel on était, et moi-même qui ai trouvé relativement douce, pouvait convenir. Qu'est-ce que vous connaissiez du SAF à ce moment-là? Ma foi, sincèrement, rien. Rien, je savais comme ça qu'il ne fallait pas boire pendant la grossesse, mais... Et est-ce que vous vous sentiez assez préparée, formée justement pour cet accueil? Je me sentais préparée, certain, parce que j'avais une telle envie d'aider un enfant, donc préparée psychologiquement. Et puis je l'ai attendu quand même, on me l'avait proposé au mois de juillet, on a pu aller la chercher avec l'éducatrice qu'au mois de septembre. Donc quand on attend, on est heureux, quoi. Et puis je crois que on a réussi quand même, dès le départ, à trouver les bons moyens pour qu'elle se canalise. Surtout par, j'allais dire, l'enfant la plupart du temps vous guide. C'est ce qu'il faut un petit peu retenir. Moi, c'était une enfant qui, on peut le dire, qui grimpait partout, puisque j'ai été obligée quand même d'enlever les chaises, parce qu'elle grimpait sur les chaises et ensuite elle montait sur la table et elle sautait, une fois qu'elle était sur la table, elle sautait par terre. Donc instinctivement, je l'ai emmenée aux aires de jeu, où on a la possibilité, pour un enfant de son âge, de grimper
et puis de pouvoir descendre au toboggan, et ainsi de suite. Hein. Non, et puis des balades, on en a faites autant que montant. Alors là, c'était derrière le vélo. Elle était super heureuse de pouvoir se balader dans la nature. Je vous avoue que où j'étais surprise, bon, elle avait pas de repère. Mais par contre, quand on arrivait au portail, bon, chose qu'il ne faudrait pas faire, mais elle quittait ses chaussures, elle lançait le casque, elle comprenait quand même que ça y est, on était arrivés, et puis la vie s'est déroulée Ouais. petit à petit. Et justement, comment elle a évolué à l'école Ah, alors, au niveau évolution école, bon, on va dire la maternelle. Bon, c'était attention à l'attitude, il faut rester calme. Bon, c'est à partir quand même du CE1 où là, pas de concentration, très peu de motivation. Elle passait bien sûr pour ne pas écouter, ben c'est un petit peu normal, c'est vrai. Elle n'écoutait pas, elle était un petit peu dans ses pensées, mais malgré tout, moi, je dirais qu'elle avait un comportement correct. Et la chose très surprenante, parce que malgré toutes ces difficultés, il faut vous dire qu'elle a réussi à passer son bilan psychométrique pour pouvoir aller dans une 6e ordinaire. Ça, c'était son envie et vraiment, elle a tout fait pour. Avec vous, comment elle a évolué à la maison? Alors au quotidien, je dois avouer que ça se passe plutôt bien. Il y a quand même de l'empathie de part et d'autre. Hein. Et bon, c'est vrai qu'il y a des bons moments et des fichus quarts d'heure. Hein. Mais j'arrive malgré tout à ce qu'elle ait une assiduité. Et ça, c'est ce que je lui inculte parce que je veux absolument qu'elle comprenne que c'est en étant assidue et volontaire qu'on a toutes les chances, même si au départ, on n'est pas sur le même rang que les autres, hein, qu'on est une enfant en difficulté. Bon, elle ressent bien quand même qu'elle a des difficultés par rapport aux autres. Je parle au niveau scolaire. Hein. Ouais. Et dans la relation justement avec les enfants de son âge, comment elle a évolué aussi? Elle a beaucoup d'amis. Dans le milieu familial, c'est pareil. Elle a une très très bonne relation avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Et est-ce qu'il y a des soins spécifiques qui ont été mis en place pour elle? Ah oui, au CAMPS, il y avait un psychomotricien qu'elle voyait régulièrement, de façon hebdomadaire. Également une psychothérapeute. C'est vrai que je tiens à préciser que cette psychothérapeute, l'enfant l'a tellement admirée que je sais que l'avancée de son parcours tient beaucoup aussi de cet accompagnement-là. À ses 6 ans et demi, elle a été prise en charge au CMPP. Alors là, le psychomotricien donne également des soins de graphomotricité. Il y avait la relaxation. Il y a une psychothérapeute et actuellement, nous sommes en soins d'orthophoniste. En ce qui concerne les soins, il est certain que le sport lui apporte beaucoup. C'est vraiment le sport en fonction de ses capacités, de ses envies. C'est bien adapté. Elle adore grimper. Elle adore grimper dans l'arbre. Et c'est son arbre d'ailleurs, celui qui est là-bas. Et elle fait de l'escalade. Hein. Et elle fait également de la natation. Et là, c'est plutôt d'un côté thérapeutique, de l'équitation. Concernant la famille biologique, Madame Rinkoff, quel regard vous portez sur la maman biologique? En ce qui concerne la maman, moi je n'ai absolument rien contre cette personne. Je la respecte franchement beaucoup. Je me réfère souvent à elle pour faire avancer l'enfant, puisque, comme on le sait, il faut quand même avoir un
un repère et puis connaître son histoire biologique pour pouvoir avancer, quoi. Bonjour Madame Joubert, Bonjour. est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors donc je m'appelle Madame Joubert, je travaille à la Fondation Cranchet depuis 2013 et j'ai 3 agréments. J'accueille actuellement 2 enfants et je suis dans l'attente d'accueillir une petite dernière. Elle aura 21 mois à l'accueil. Comment vous vous préparez à l'accueil de cet enfant? Qu'est-ce que vous savez du coup de son histoire et de ses troubles? Alors j'ai appris qu'elle avait la particularité donc d'être atteinte d'un SAF. Bon, je trouve ça plutôt rassurant parce que du coup ça a été diagnostiqué, donc maintenant on sait de quoi il est question et pour préparer au mieux cet accueil, quoi. Et justement, qu'est-ce que ça implique pour vous, le fait de savoir qu'elle est atteinte de ce trouble? Voilà, comment vous dites comment je vais la stimuler au quotidien, comment je vais l'accompagner? Alors oui, ça c'est la grande question. Après bon, j'attends quand même de faire sa connaissance et de savoir aussi de quel trouble, de quelle particularité aussi, elle est atteinte. Pour l'instant, il n'y a pas de manifestation, flagrante, par rapport au SAF. Ça viendra certainement en grandissant, donc j'attends de voir aussi, sur les prises en charge qui seront mises en place. Qu'est-ce que vous connaissez de ce syndrome justement? Donc il y a des manifestations, enfin des particularités physiques, des déficiences neurologiques et que ça peut entraîner aussi un peu d'autisme chez certains enfants. Donc quand il y a un SAF, on dit complet, ça peut inclure un peu tout ça, ne serait-ce qu'une déficience de la motricité, du langage, parfois de la surdité, voilà un peu toutes les fonctions moteurs et aussi des retards de croissance, des retards physiques. Après, il peut y avoir aussi le SAFM partiel, où justement il peut y avoir avec des dyslexies, dyspraxies, enfin voilà, plusieurs dys associés, mais avec une motricité qui est plutôt bonne. Moi, je me suis intéressée à ça parce que j'ai accompagné une collègue qui a accueilli justement un petit garçon qui a été atteint de ce syndrome. Pour le coup, lui était vraiment beaucoup, donc pas forcément physique, mais neurologique, oui. Et donc du coup, je me suis intéressée à ça parce que c'est des enfants qui sont, comme tous les enfants d'ailleurs, très attachants et on a envie de les aider, vraiment, parce qu'on se sent tellement démunis face à ça qu'on on peut pas faire autrement que de se poser des questions et de se dire mais comment on peut les aider au mieux? Comment faire? On voit bien qu'ils sont en souffrance, ça se voit en fait, qu'ils veulent faire les choses mais qu'ils n'y arrivent pas et ils s'enferment un peu dans leur monde et comment les sortir de là, quoi. C'est vraiment les accompagner au mieux, voilà, c'est toute la question en fait. Est-ce que ça peut vous faire peur? Oui, alors oui, je vous avoue que je suis partagée entre joie et à la fois peur, parce que oui, il faut le dire, le SAF fait peur, oui, oui. Moi, enfin, pour ma part, quand on entend toutes ces difficultés que l'enfant peut avoir, on se dit mais au quotidien, comment on peut accompagner ça, quoi? Enfin, on se dit là, faut être armé, faut être solide hein, quand même, hein, parce qu'il y a des choses à encaisser quand même. Donc, faut s'accrocher quand même. Et quel soutien justement vous recevez dans la perspective de cet accueil? Alors déjà, moi j'ai le soutien de ma famille, donc on en discute beaucoup. J'essaye de les préparer aussi au mieux de ce que moi je connais plus ou moins du SAF, parce que je ne connais pas tout. Mais voilà, donc déjà je trouve que c'est important, parce que déjà sans eux, je ne sais pas si je ferais ce métier-là non plus. Et après, j'ai le soutien surtout de la fondation aussi Cranchet, parce que je sais que même à l'heure actuelle, SAF ou pas SAF, le référent d'accueil de l'enfant n'est pas là. Si j'ai besoin, je sais que quelqu'un répondra aux besoins de l'enfant et à mes besoins, quoi. C'est important de se sentir entouré justement et de savoir qu'ils mettent en œuvre des prises en charge et de soutien même psychologique aussi pour nous écouter.
les éducateurs font un rôle Ouais. formidable là-dessus, parce qu'ils sont aussi bien les éducateurs des enfants que aussi, quelque part, de nous aussi. Parce que quand on a des questions et ou même un surplus d'émotions aussi, on a besoin d'en parler. Alors, pourquoi vous avez accepté de témoigner, Madame Gilbert, pour justement ce SAFTON qui aura lieu en septembre? Oui, bah du coup c'est une cause qui me tient à cœur parce que je pense que, bon, du fait voilà, de ce petit garçon dont j'ai fait la connaissance aussi en relais, et puis d'être consciente que ben, malheureusement dans la réalité il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints de ce syndrome et je trouve ça important de justement d'aider ces enfants et d'aider ces femmes aussi et de comprendre pourquoi elles sont amenées à boire pendant leur grossesse et voilà d'essayer d'abord d'aider ces femmes pour aider ces enfants quoi. Je pense qu'il faut sauver les mamans pour sauver les enfants. Bonjour, alors je m'appelle Muriel Toupé, je suis assistante familiale à la Fondation Grancher depuis 2008, mais je suis assistante familiale depuis 24 ans. J'ai accueilli un petit garçon qui avait 2 ans et demi jusqu'à 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers moments de l'accueil de cet enfant? Ce petit garçon qui est arrivé à notre domicile, il avait 2 ans et demi, donc on a fait sa connaissance en pouponnière. Et donc on me l'avait décrit comme un enfant qui avait besoin de cadre, qui avait besoin de beaucoup de câlins, d'attention. Ce sont des choses que nous savons faire, nous assistantes familiales. Donc quand j'allais lui rendre visite aux pouponnières, ça se passait pas trop mal, quoi. Et puis à son arrivée définitivement à la maison, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y a eu quand même beaucoup de soucis. C'est un enfant qui ne dormait pas la nuit, qui ne dormait pas le jour et qui avait des comportements très, très agressifs et qui était dans le refus total d'écouter l'adulte. Il ne supporte pas qu'on lui dise un ordre ou qu'on lui demande tout simplement de venir à table. Donc il ne voulait pas manger en même temps que tout le monde. Et c'était dans le refus aussi de faire une toilette, de s'habiller. Donc c'était lui qui décidait ce qu'il fallait qu'il fasse, à l'heure qu'il mangeait, ce qu'il voulait manger. Et voilà, ça a été ça le début. Et les débuts se sont éternisés. Et ça s'est dégradé de semaine en semaine. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus du tout lui demander tout simplement des choses. C'était un refus total. Et donc, il y avait de l'agressivité beaucoup envers moi. Donc, c'était un enfant qui pouvait me mordre, me taper. Il était agressif aussi envers les chiens et envers les enfants que je gardais et de ma propre famille aussi, mes petits-enfants. Voilà, il y avait beaucoup d'agressivité. Est-ce que le diagnostic de SAF il avait été posé avant cet accueil? Comment ça a été discuté? Suite à l'accueil, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, donc j'en ai parlé avec l'éducateur et puis le psychologue de la fondation. Et donc le docteur Rosset est intervenu et donc elle a commencé à me dire qu'en effet, les comportements, quand je lui ai expliqué les comportements qu'il avait, elle m'a dit il a les symptômes du SAF. Voilà, donc, et suite à ça, on a commencé avec le psychologue et puis les éducateurs d'envisager voilà, un suivi par des moyens extérieurs de la fondation. Et est-ce que vous vous sentiez justement assez préparé, formé pour cet accueil? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc avec mon mari, on a fait du mieux qu'on a pu. Par chance, mon mari il venait quand il commençait à être en retraite et donc il m'a beaucoup aidée.
Donc il prenait les relais la nuit, moi je dormais un peu, après le jour il essayait de se reposer un petit peu, moi je prenais les relais le jour. La nuit on faisait moitié-moitié pour pouvoir être constamment éveillé, pour pouvoir s'occuper de ce petit garçon. Comment est-ce que cet enfant il a évolué du coup, bon à l'école il était tout petit, mais Quand je l'ai inscrit à l'école pour ses 3 ans, il n'a pas pu aller à l'école comme il faut, puisqu'automatiquement l'école n'était pas adaptée à son comportement. Donc il allait une matinée par semaine, voire 2 fois 2 matinées par semaine, et ça a été très très compliqué à l'école. Puisque avec les autres enfants, t'as un enfant qui criait beaucoup, qui exigeait beaucoup, et donc les enfants de la classe avaient peur. Voilà, avaient peur. Donc, et il était aussi très violent avec l'institutrice, avec les ATSEM, donc il me demandait de venir le chercher en plein milieu de matinée. Voilà, et s'il le laissait jouer dehors en plein hiver, il était toujours mouillé, il se roulait dans le sable, dans la terre, donc il n'y avait pas moyen, qu'il le garde. Donc on en était à un point qu'il allait à l'école, on va dire une matinée toutes les semaines, et puis à la fin c'était une matinée toutes les 3 semaines. Voilà, parce que la maîtresse, ça voulait plus le garder, quoi. Puisque c'est pareil dans les écoles, moi je trouve que les écoles, c'est pareil, ils ne sont pas préparés. Et les institutrices, les ATSEM ne sont pas prêtes à accueillir des enfants atteints de ces syndromes, parce que voilà, ils ont des comportements qui font que il est imprévisible, quoi. Que d'un seul coup il va se mettre à hurler, il va se mettre à tout casser, et on ne sait pas ce qu'il a. Et lui-même, ce petit garçon qui était vraiment, je vous assure, très intelligent, il me le disait: mais tata, je voudrais être gentil, mais j'y arrive pas. Et ça, c'était très compliqué, hein. Alors on avait des progrès, oui, on a eu des petits progrès, donc les toilettes, on réussissait avec le bain tout doucement à le laisser jouer dans l'eau, hein. Donc c'était lui qui décidait si on lavait les cheveux ou si on les lavait pas, donc voilà, donc c'était vraiment lui. Tout tournait autour de lui, on ne pouvait pas lui imposer quoi que ce soit. On a réussi à avoir les nuits, il a commencé à dormir, donc ça faisait déjà plus d'1 an qu'il est arrivé à mon domicile. On a réussi à avoir les nuits. Alors c'était des nuits courtes, mais c'était des nuits. Après, on n'a pas pu aller dans les magasins avec lui, on a essayé, mais ça c'était très compliqué, hein. Donc au bout de 10 minutes dans un magasin, il fallait qu'on sorte, puisque c'était des cris, des hurlements, il voulait sortir, donc c'était plus possible. Dans la famille, dans notre famille, à aucun moment on a pu aller dans notre propre famille, c'est un refus total de sa part. Donc voilà, on était, on va dire, pendant presque 2 ans isolés chez nous, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et on ne pouvait pas accueillir non plus de personnes, puisque lui-même, il ne supportait pas que des gens puissent venir chez nous. Pourquoi vous avez voulu témoigner dans le cadre du SAFTON, et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour la suite? Maintenant que j'ai accueilli un enfant qui était atteint du SAF, moi je peux en parler, et j'ai envie d'en parler, et qu'on puisse vraiment informer les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le SAF. Ce que je voudrais aussi, c'est qu'on puisse trouver des structures pour ces enfants-là, qui font qu'il y a vraiment des professionnels qui les entourent et qui les aident. Voilà. Mais nous, en tant qu'assistante familiale, on n'est pas assez formés, donc j'avoue franchement que toutes les formations qui seront faites dorénavant sur le SAF, j'y serai, parce que j'y tiens, parce que je me dis que des enfants comme ce petit garçon, l'avenir, on en aura peut-être de plus en plus. Alors, je crois qu'on a en fait 3 étapes. La première, c'est déjà de présenter le syndrome d'alcoolisation fétale à tout le personnel de la Fondation, les familles d'accueil, les professionnels, pour qu'ils soient en éveil et qu'ils détectent, ou ils se posent des questions en tout cas, face à un enfant qui a certaines attitudes, certains comportements qui paraissent pas normaux et qui sont peut-être liés à cette maladie. Donc la détection, la sensibilisation. Après, la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a effectivement posé le diagnostic,
Il y a des soins possibles et c'est ça qui est encourageant, c'est qu'il est possible d'apporter des soins qui vont réduire les effets de cette maladie. Et la troisième chose, c'est évidemment la prévention, puisque nous avons aussi des jeunes filles qui nous sont confiées et il est absolument essentiel que toutes nos jeunes filles soient bien au courant de risques très graves qu'elles pourraient faire courir à leurs futurs enfants si elles boivent pendant la grossesse. Donc la prévention pour l'avenir est aussi quelque chose de très important à la Fondation et qui devra être fait aussi.